Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre à l'ADTEM pour cette session spéciale du Club Marketing B2B sur le marketing B2B et le monde de l'après-Covid. Bienvenue à tous pour une session que nous souhaitons dynamique. Alors, nous comptons sur vous pour nourrir l'échange. En haut de votre écran, vous avez 3 boutons. Chat, questions et sondages. Nous n'utiliserons pas le sondage. Par contre, nous serons ravis de recueillir vos questions dans la rubrique questions, qui est bien nommée, et toutes vos remarques spontanées dans le chat. À l'attention de ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, eh bien d'abord bravo, c'est une excellente idée d'investir un peu plus d'une heure de votre programme d'aujourd'hui dans l'ADTEM. L'ADTEM est l'association des professionnels du marketing et la plus importante en nombre d'adhérents. Elle rassemble des marketeurs de profils différents qui évoluent dans une grande diversité d'entreprises, de la start-up à l'entreprise internationale, en passant par l'ETI. La session d'aujourd'hui est organisée par le club Marketing B2B. Je m'appelle Brigitte Robin-Gonezet et j'anime avec Ellie Lieberman de Marketing Coach le club Marketing B2B. Je suis moi-même directrice marketing dans une ETI industrielle, KSB. La DTEM fonctionne avec 20 clubs thématiques sectoriels et régionaux auxquels est confiée la conduite de sessions courtes et interactives sur des sujets précis. Ces clubs alignent la recherche et la pratique opérationnelle quotidienne du marketing grâce à des échanges continus entre experts et professionnels du marketing. Il y a forcément un club pour vous, proche de vos centres d'intérêt à la DTEM. Voilà pour les nouveaux qui nous rejoignent et à toutes et à tous, bienvenue au club marketing B2B. Comme vous l'avez lu sur l'invitation, nous avons souhaité faire un retour sur ce que la distanciation sociale a révélé dans nos entreprises qui ont pour clients d'autres entreprises en B2B et bien sûr donner des perspectives d'avenir. Afin d'allier au mieux émotion, réflexion et action, nous nous sommes décidés en faveur d'un partage d'expériences avec 3 grands témoins. Les témoins vont s'afficher, je pense, sur le diaporama que nous avons préparé. Voilà, Hugues Cazenave, Rémi Baranger et Michael Cornoux, qui sont présents. Et je vais tout de suite donner la parole au premier de nos grands témoins. Bonjour, Hugues Cazenave. Vous êtes le président fondateur d'OpinionWay, avec lequel vous menez des études marketing communication et des sondages d'opinion. Le décryptage du futur, Oui, bonjour à est, tous. voilà, est assurément Bonjour et merci à l'ADTEM et à François Laurent pour cette invitation. Alors j'ai un petit problème de retour de son, mais ça n'est pas grave. J'ai le chat en direct. Alors je crois que le sujet c'est effectivement le B2B dans le monde de l'après et ce que on m'a demandé de traiter c'est le sujet du télétravail et cette petite révolution que nous avons tous plus ou moins connue dans nos entreprises, dans nos organisations. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que chez OpinionWay, on est, nous, très favorables au télétravail parce que ce qui est assez incroyable, c'est que ça a généré une profusion de demandes d'études durant cette période de la part d'entreprises ou de médias qui est assez incroyable. Bon, trêve de plaisanterie, je crois que c'est un révélateur de ce qui s'est passé durant cette période et qui continue d'ailleurs de se produire. C'est cette bascule vraiment importante. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il y a tout de même un effet d'optique qu'il faut prendre en compte, parce que cette profusion d'études, cette médiatisation du sujet, pourrait nous laisser penser que nous sommes passés de l'ombre à la lumière et que avant la pandémie, il n'y avait pas de télétravail et que aujourd'hui tout le monde télétravaille. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça évidemment et il y avait d'ores et déjà, il y avait dès avant la pandémie une proportion non négligeable de salariés qui pratiquaient le télétravail. Alors certes, de façon relativement occasionnelle, enfin, ça existait. Ce qu'on a constaté durant cette crise, c'est plus un effet d'accélération que de déclenchement. La crise, elle a joué un rôle d'accélérateur, pas vraiment de déclencheur. La tendance au développement du télétravail
elle préexistait à la crise. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de phénomènes qui se sont produits de la même façon. On s'est bien rendu compte que cette crise, d'une façon très générale et pas seulement sur le télétravail, elle avait un effet d'accélération de tendances qui préexistaient. La tendance au télétravail, elle préexistait. Vous vous souvenez peut-être, bon, la crise nous a fait oublier beaucoup de choses, mais avant le déclenchement de la pandémie, il y a eu d'autres crises. Il y a eu notamment la crise des Gilets jaunes, il y a eu les grèves qui, elles-mêmes, ont produit cette accélération du télétravail dans les entreprises. Donc, on a assisté au cours des 24-36 derniers mois à un développement, une tendance lourde qui elle-même a subi des coups d'accélération comme cette crise que l'on vient de constater et de vivre, qu'on est toujours en train de vivre. Première chose qui frappe quand on prend connaissance de ces études, c'est la grande satisfaction exprimée par les salariés de toutes les entreprises. On a travaillé aussi bien sur l'ensemble des salariés français que sur des salariés de telle ou telle entreprise parmi nos clients. Large adhésion, large satisfaction. Ça se situe entre 8 et 9 salariés sur 10, suite à leur expérience du télétravail, qu'ils l'aient vécu auparavant. On avait quand même un tiers des salariés qui avaient vécu des expériences de télétravail auparavant, avant la crise, ou qu'ils la découvraient à l'occasion de cette crise. Donc, vous voyez un taux de satisfaction qui est extrêmement important. Et quand on les interroge sur les justifications, pourquoi ils sont satisfaits, qu'est-ce qui motive leur adhésion à ces pratiques, à ces nouvelles modalités pour certains de travail, eh bien les raisons sont multiples. Il y en a une, bien sûr, qui est je dirais la souplesse dans l'organisation de son travail et le gain en autonomie qui s'est révélé à l'occasion de cette expérience de télétravail. Et ça, je crois que c'est important parce que ça correspond à une motivation assez profonde, presque anthropologique, d'êtres humains qui recherchent cette autonomie. Et le télétravail, la digitalisation du travail, d'une certaine forme d'isolement aussi, en tout cas de distance avec son environnement hiérarchique, génère cette satisfaction liée à une autonomie, non pas retrouvée, mais en tout cas renforcée à l'occasion de cette modalité de travail. Il y a d'autres raisons qui expliquent cette satisfaction. Alors, peut-être que certaines pourraient vous étonner, mais le fait de se retrouver chez soi, la proximité avec sa famille, je dirais presque parfois la promiscuité, a pu produire aussi une satisfaction. Alors pour d'autres, les avis ont été partagés parce que certains salariés ont plutôt souffert de cette promiscuité avec la famille, avec les enfants. Je n'ose dire avec son conjoint ou sa conjointe. Mais enfin, on a aussi constaté ces phénomènes. D'une manière générale, il y a quand même une satisfaction de se retrouver chez soi, de pouvoir travailler chez soi, d'être libre de son temps et notamment, puisqu'on parle de temps, de supprimer des temps de déplacement qui, pour certains, pouvaient être relativement importants. Je pense à l'Île-de-France, par exemple, mais aussi aux grandes agglomérations en général, qui génèrent des temps de transport, des temps de déplacement importants, temps de déplacement qui, évidemment, ont été supprimés. Un autre point qui est peut-être encore plus spectaculaire, c'est la conversion, je crois que le mot n'est pas trop fort, des dirigeants d'entreprise. On a parlé des salariés jusqu'à présent, mais ce qui m'a frappé, c'est la bascule des dirigeants d'entreprise. On les a interrogés sur le sujet. Vous le savez probablement, avant la crise, on ne peut pas dire qu'il y a eu un mouvement d'enthousiasme des dirigeants. Il y avait beaucoup de freins, de prévention à l'encontre du télétravail pour différents motifs qui tenaient par exemple à des risques de baisse de productivité, à un manque de contrôle, peut-être un peu fort, mais enfin c'est ça, le manque de contrôle des supérieurs hiérarchiques sur les salariés télétravailleurs. Et finalement, avant la crise, on avait surtout une minorité de dirigeants d'entreprise. Si je veux caricaturer cette minorité, je dirais que c'est un peu le start-upper de la tech, membre de Croissance Plus,
pardon pour cette caricature, mais c'est un peu ça, qui était un fan du télétravail et qui installait ces modalités de télétravail dans son entreprise. Là, la situation est vraiment différente. On a assisté à une bascule, à une conversion très importante. Une majorité aujourd'hui de dirigeants de PME, de grandes entreprises, de TI, se déclarent tout à fait satisfaits par les expériences de télétravail forcé durant cette crise. Et là, les motivations, les justifications de cette adhésion, eh bien, c'est un peu la découverte des effets sur la productivité. Oui, les dirigeants nous disent que la productivité du télétravail est tout à fait intéressante. Il y a eu des gains de productivité. Alors, il y a d'autres facteurs. C'est, par exemple, le lien avec les candidats, l'attractivité de la marque employeur, la fidélisation de certains salariés qui s'est révélée à l'occasion du télétravail. Et ça, je crois que c'est important de le noter, cette conversion des dirigeants d'entreprise. On a aussi des études sur les managers en général, pas seulement les dirigeants des entreprises, mais l'ensemble des managers. Et ces managers, alors là, il y a une belle étude du BCG, une étude monde pour Zoom, qui donne beaucoup d'enseignements. Alors, c'est une enquête pour Zoom, donc le BCG nous dit que les solutions de visioconférence ont été multipliées par 3,5 dans le monde, le recours à ces solutions de visioconférence. Et d'une façon générale, les managers sont encore plus adeptes du télétravail pour eux-mêmes et pour leur équipe dans cette étude. Bon, là, on a parlé un peu des effets positifs de l'adhésion, de la satisfaction. Il ne faudrait pas oublier les limites et les inconvénients qui sont perçus par les uns et les autres, et notamment par les collaborateurs, par les salariés. Oui, il y a des inconvénients au télétravail, et quand on interroge les collaborateurs sur ces inconvénients, il y a plusieurs réponses qui sont données. La première, c'est la perte de convivialité, la perte d'échange en relation directe et physique avec les autres collaborateurs, les fameuses pauses café, cette convivialité, ces échanges informels qui, évidemment, ne disparaissent pas, mais sont fortement atténués par la distance et par la digitalisation. Le travail en équipe, là je sais pas tout à fait la convivialité, mais c'est le collaboratif qui aussi prend une dimension un peu nouvelle à distance et à travers ces plateformes de visioconférence. Il y a un autre inconvénient qui est cité par nos collaborateurs, c'est la difficulté à décompresser, à déconnecter. Vous avez bien en tête ce fameux droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion, il prend un relief différent quand on est chez soi, quand on n'a pas la possibilité de faire une pause et où on s'impose à soi-même peut-être on a moins de temps de transport d'abord, bien sûr, et puis la déconnexion est peut-être moins facile, moins facile à accepter aussi quand on est à distance. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement important, qui parfois prend d'ailleurs des dimensions douloureuses, puisque nous avons des salariés qui sont certes très minoritaires, mais qui nous déclarent être en dépression, qui nous déclarent être en difficulté psychologique, voire en détresse psychologique, du fait de cette distance, du fait de cet isolement. C'est un mot qui spontanément a été utilisé par pas mal de salariés interrogés. Bon. Et qui, évidemment, même si ça concerne une minorité dans des cas graves, est tout de même à relever. Et puis, bien sûr, il y a des problèmes technologiques, des problèmes d'équipement, des problèmes de qualité de connexion Internet qui sont à prendre en compte également et qui rendent difficile. Il y a le bureau, il y a le fauteuil, il y a tous ces sujets très matériels, très logistiques qui entravent aussi une bonne qualité de travail et un bon confort de travail, un bien-être au travail dans un contexte de domicile très différent des équipements que l'on peut trouver dans les entreprises. Alors, dernière chose dans ces difficultés, c'est également, pour certains métiers, l'impossibilité, ou en tout cas de graves inconvénients
qui sont générés par le travail à distance, par le travail chez soi. Je ne vais pas révéler de grands secrets, mais on doit publier dans les jours qui viennent une étude pour DCF. DCF, c'est l'association qui fédère les responsables commerciaux, les directeurs commerciaux des entreprises françaises. Et cette étude nous montrera, quand elle sera révélée, et je vous en révèle la primeur, les dirigeants d'entreprise que nous avons interrogés sur la fonction commerciale nous disent que clairement, pour les 2 tiers d'entre eux, la fonction commerciale, le télétravail n'est pas adapté à la fonction commerciale. Voilà, ça peut être adapté pour beaucoup de métiers, mais la relation directe, l'échange des visus en présentiel, comme on dit aujourd'hui, entre le commercial et son ou ses clients est quelque chose qui a une valeur, qui a une efficacité que l'on ne retrouvera pas dans les mêmes proportions, dans les mêmes conditions, à distance et de façon digitalisée. Alors, ce que j'ai envie de dire en conclusion, puis peut-être qu'il y aura des échanges, si j'arrive à avoir le son ou en tout cas les questions avec le chat. Il y a 2 éléments de conclusion que j'ai envie d'avancer. D'abord, le premier, c'est, j'ai parlé des inconvénients, j'ai parlé des handicaps générés par le télétravail. Ce qui est très frappant, c'est de voir que ces handicaps sont cités par les collaborateurs, mais ne remettent pas en cause l'adhésion et la satisfaction. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des inconvénients, certes, mais de façon globale, il y a une appétence très forte des salariés français en tout cas, mais on le voit aussi dans beaucoup de pays développés, pour continuer, pour poursuivre le télétravail. Ils souhaitent évidemment que ces handicaps soient levés, mais ça ne remet pas en cause leur satisfaction. Il y a un autre sujet qui est posé par le télétravail, et là encore, il s'agit d'une tendance préexistante. C'est peut-être un peu décalé par rapport à notre sujet, mais c'est le sens, la question du sens. Cette pandémie, elle a eu un effet, bien sûr, de réactivation de la présence de la maladie et de la mort, et donc du sens, avec un S majuscule, du sens de la vie et du sens de son travail. On passe beaucoup d'heures de sa vie au travail, et donc le sens de son travail a pris une importance grandissante. Là encore, c'était le cas avant, mais la crise a accéléré cette prise de conscience, ces interrogations très personnelles, très psychologiques sur le sens de son travail, avec des décisions de changement de vie, de changement d'entreprise, de changement d'environnement, de déménagement. Et évidemment, quand on veut changer de vie, quand on veut déménager, le télétravail est souvent un facilitateur, un élément qui va déclencher, qui va favoriser cette prise de décision assez lourde quand il s'agit de donner plus de sens à son travail. Donc là, on est un peu en marge de notre sujet, mais je pense que c'est vraiment un phénomène qui a caractérisé les derniers mois que nous avons vécus et qui peut-être se poursuivra dans les mois qui viennent. Ok, merci beaucoup Hugues. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons un problème. La question. Alors, je ne sais nous pas avons si une question vous qui vous avez concerne, des vous, en questions. tant que Malheureusement, je ne peux Opinionway. pas les entendre Ah, ok. par le son, à moins que Corentin ne les pose. Quid. Alors, c'est la joie du direct. Hein. Donc ici, on a une communication qui va bien de Hugues vers nous, pardon. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'il nous a exposé et nous avons du mal à le joindre de l'autre côté. Hugues, est-ce que vous avez reçu ma question dans le chat? Ah, je crois qu'on a un problème technique.
Voilà. De votre côté, au niveau des participants, est-ce que certains Oui, d'entre alors, Brigitte, pour répondre à votre question, c'est vrai que comment les choses vont-elles évoluer, hein? Qu'est-ce qui va se produire dans les mois qui viennent? Alors, évidemment, c'est toujours des questions difficiles de se projeter. Ce qui caractérise les crises, c'est la difficulté à voir la sortie de crise. Je vais tout de même tenter une hypothèse plus qu'un pronostic. Euh, je serais quand même tenté de défendre la thèse d'un effet de cliquet puissant, c'est-à-dire d'une pérennité forte de ces nouvelles modalités de travail, à ce développement du télétravail. Pour quelles raisons? D'abord parce que ce qui est très frappant, c'est de voir la grande convergence de vues entre les salariés et les dirigeants. Et on peut quand même faire l'hypothèse que quand les salariés et les dirigeants sont d'accord, c'est pas toujours le cas, nous le savons, eh bien, il y a de fortes chances que les choses suivent leur cours. Là encore, salariés comme dirigeants sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont vécue, ont envie de la poursuivre, ils trouvent des intérêts. Je n'ai pas parlé des intérêts des dirigeants, mais les intérêts des dirigeants, c'est tout de même des économies. Alors, il y a des frais supplémentaires, certes, mais il y a des économies en termes de charges locatives qui sont non négligeables. La productivité, on a vu que c'était pas un sujet, au contraire, ça pouvait même être un avantage. Et donc, il y a de fortes chances que ce mouvement que nous avons constaté sur le télétravail se poursuive, voire continue de se développer pour de plus en plus d'entreprises qui évidemment peuvent s'y prêtent, s'y prêtent, ce qui est pas toujours le cas. Et la deuxième raison qui me pousse à défendre cette hypothèse, c'est que on a bien vu que très vite les entreprises se sont adaptées et les fameux handicaps que j'ai évoqués ont souvent conduit les entreprises à prendre des décisions, des aménagements bon, que vous avez tous en tête. Par exemple, le télétravail, oui, va se développer, mais les entreprises souhaitent ménager 1 ou 2 jours de présence obligatoire dans les entreprises pour précisément favoriser cette convivialité, ce travail en collaboratif. Donc, c'est un exemple. Les équipements, eh bien, vont probablement se développer. Les entreprises investissent pour permettre aux salariés de travailler plus facilement dans de meilleures conditions à distance. Donc, tous les inconvénients qu'on a évoqués, en tout cas une partie d'entre eux, sont en train d'être levés et on peut faire confiance aux entreprises pour faire en sorte que les aménagements et les décisions soient prises rapidement. Merci beaucoup, Hugues, pour cette introduction très, très, très large et très complète sur le thème du télétravail et sur les perspectives Bien, merci à tous pour votre attention en tout cas. Et désolé pour ces petits problèmes de son. Alors, notre deuxième grand témoin est Rémi Baranger. Donc, bonjour Rémi Baranger, vous êtes directeur du marketing opérationnel chez IBM. On peut dire que chez IBM, vous faites en fait figure de pionnier en quelque sorte, car vous étiez déjà beaucoup intéressé à ce mode de travail qu'est le télétravail avant la pandémie, notamment en menant des actions pilotes sur ce sujet. Les conclusions que vous aviez tirées ont-elles été elles aussi bousculées par l'injonction de privilégier le télétravail pour faire barrage à la progression de la pandémie? Écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Vous confirmez, Brigitte? Oui, Oui, merci. tout va bien. Donc, en effet, très bien. Donc, alors, en effet, le télétravail imposé a changé d'une certaine façon le cours des choses, c'est une évidence, mais pas tant que cela en vérité. Et je suis d'accord avec Hugues pour dire que la crise a joué le rôle d'accélérateur et non de déclencheur. Donc, je, je vais vous parler de la façon dont on peut envisager les nouveaux modes de travail. Je parlerai de la notion de télétravail, ou plutôt, on le verra, de ce qu'on peut appeler le travail hybride, et comment ces notions sont nées et ont évolué ces dernières années. Donc, je commencerai par ce flashback, car il me semble que le futur qui se dessine est largement façonné par les expériences de ces dernières décennies, et pas seulement des expériences d'IBM. Et donc, je ponctuerai mon propos, en effet, d'illustrations provenant de la vie chez IBM, puisque c'est là que je sévis au quotidien. Alors, sans remonter à des temps immémoriaux, alors l'avènement du télétravail, alors c'est aux US que les premières expériences modernes de télétravail ont été menées. Et parmi elles,
une initiative notable qui a été lancée en 94 dans la Silicon Valley. C'est un peu de là dont partent les trends. Donc, elle portait le nom de Smart Valley Telecommuting Project. Donc, on parlait de télécommuting à l'époque et non pas encore de remote work ou de télétravail. Et c'était un programme de télétravail donc auquel participaient Hewlett-Packard, Silicon Graphics et autres, et qui visait à maintenir la compétitivité des entreprises en y conservant les talents au travers d'un équilibre de vie optimal. Alors, c'est à cette époque qu'on a vu notamment les premières utilisations de vidéoconférences, et les premiers constats ont été amélioration de la productivité constatée, et deux, quand même des réserves. Et en l'occurrence, le risque souligné de perte de repères, de perte de culture d'entreprise. Donc, très tôt, on a vu apparaître la nécessité de limiter le temps de télécommuting pour éviter cette perte de repères. En France, c'est venu plus tard, au début des années 2000, et on peut dire que le développement du télétravail, en fait, est lié à la rencontre alors, on appelait ça les NTIC à l'époque, donc ça fleure bon le début des années 2000, hein, les nouvelles technologies d'information et de communication, et de la volonté, alors à la fois des entreprises et des collaborateurs, d'une plus grande flexibilité, en tout cas dans les entreprises, marquée par une culture anglo-saxonne du management par objectif, donc affranchie d'un présentéisme dur et des contrôles d'un management qu'on pourrait dire omniprésent. Alors chez IBM, en fait, on a commencé en effet à déployer le télétravail à cette époque-là, au début des années 2000. Et en fait, on l'a déployé dans le cadre plus large d'un programme dit de mobilité. On parlait de nomadisme à l'époque. Et c'était très pratique parce que 90% des collaborateurs étaient des cadres dont les activités, alors commerciales ou techniques, les conduisaient à être très fréquemment en dehors des bureaux, donc en visite chez les clients. Alors, ce programme consistait en la possibilité, donc offerte évidemment, de travailler à domicile, en bon accord avec son manager, des sites de proximité. Il y en avait 7 en région parisienne, autour de Paris. C'était des open space où on pouvait travailler librement et occasionnellement. Donc aujourd'hui, on parle de tiers-lieux, on était déjà là-dedans, quoi. Et un matériel adapté, évidemment, je vous passe ordinateur portable, VPN, etc. Donc, à cette époque, on voit, donc dans les années 2000, beaucoup d'études fleurir sur le télétravail. J'en citerai une de 2012 qui avait été commanditée par le ministère de l'Industrie, alors qui souligne les bénéfices dont l'amélioration de la productivité, mais surtout parle de travail ubiquitaire. C'est très intéressant, en soulignant que, alors je cite de mémoire, l'enjeu essentiel du télétravail n'est pas la déportation du travail vers l'extérieur de l'entreprise, mais l'organisation du fait qu'on va travailler de plus en plus à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Et l'étude, elle préconise 3 dimensions pour la mise en œuvre de ce travail ubiquitaire, qui est le bureau, qui sera un hub de rencontres et d'échanges, finalement. Et l'étude préconise 2 à 3 jours par semaine au bureau pour préserver le lien social professionnel. Deuxième dimension, le domicile, pour se concentrer, éviter les déplacements et favoriser la productivité. On parle de télétravail pendulaire, donc il y a des termes comme ça, un peu sophistiqués qui apparaissent. Et puis évidemment les tiers-lieux. Enfin non, je dis évidemment, c'est pas évident, mais la troisième dimension, c'était les tiers-lieux qui offriront un nouveau lien social avec aux collaborateurs, avec leur écosystème. Donc on voit bien comment déjà se préfigure le travail hybride de demain. Et après cette genèse du télétravail que vous décrivez, Rémi, comment celui-ci a-t-il continué à se développer? Alors si on suit un peu le cours de l'histoire, en fait, on est rapidement passé dans une période de doute et de revirement spectaculaire. Ça démarre avec un coup de tonnerre en 2013, c'est Yahoo, par la voix de sa CEO, Marissa Mayer, qui est nouvellement arrivée de chez Google, qui demande à ses employés de revenir au bureau pour, dit-elle, refaire de Yahoo un innovateur en restimulant en quelque sorte l'interaction en face à face, qui favorise une culture plus collaborative et donc plus favorable à ce retour de l'innovation. Elle provoque alors un tollé et même des tensions sévères
aussi bien chez les employés de Yahoo que plus largement de la tech en Californie, y compris dans les médias, parce que le télétravail était considéré comme une pratique socialisante et déjà parfaitement admise. Et c'est arrivé peu de temps après que Bank of America aux États-Unis ait aussi ramené ses employés au bureau et d'autres entreprises. Et en 2017, deuxième coup de tonnerre, enfin en particulier un coup de tonnerre quand on travaillait chez IBM à l'époque, c'est mon cas, où IBM demande effectivement à ses employés de revenir au bureau. Alors en réalité, cela a concerné, alors certes des milliers de collaborateurs travaillaient à distance, mais principalement aux États-Unis. Et même si le télétravail est bien compris comme favorisant la productivité, celle-ci est reléguée au second plan, derrière ce qui devient prioritaire, à savoir l'innovation, qui est le levier de la croissance, dans un contexte où le business, on va dire, pour IBM à l'époque, était un peu tendu. Voilà. Et d'ailleurs, une étude d'IBM en 2014, donc 3 ans auparavant, s'inquiétait déjà de la façon dont le télétravail pouvait inhiber l'expression de l'intelligence collective et d'innovation. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le retour comme ça au bureau s'est accompagné du déploiement des méthodes agiles. Ça a été aussi le cas chez General Electric à l'époque. Et le marketing a été profondément concerné. La mise en œuvre de ces méthodes qui s'est accompagnée du déploiement d'une organisation en phase avec la méthode. Donc des petites équipes autogérées, multidisciplinaires, travaillant ensemble dans des espaces physiques. Alors on parlait de squad, de diamond teams, en mettant des stand-up, des rétrospectives, etc. Les études à l'époque continuaient à aller bon train et on voit qu'il y avait une sorte de vraiment une convergence de points de vue dans les conclusions de chacune de ces études, qui était le risque d'affecter dans le télétravail, le risque d'affecter la création et l'innovation. Globalement, il y avait un consensus pour dire que la colocation des personnes, donc des équipes basées au même endroit, est corrélée à la capacité de création et d'innovation, grâce à la fois aux contacts informels, donc la machine à café, dont parlait Hugues tout à l'heure, et la transmission d'émotions non verbales, le body language. Le body language, je sais bien que dans visioconférence, il y a visio, mais c'est pas pareil. Donc, on lisait même des propos alarmistes d'économistes qui prédisaient que l'adoption générale du télétravail pourrait générer un effondrement de la productivité mondiale et menacer la croissance économique pendant de nombreuses années. Alors, et puis boum badaboum, la crise sanitaire éclate et provoque le télétravail forcé. Alors, en France, c'était de tête, je crois que ça devait être le 15 mars 2020, le télétravail s'est imposé brutalement dans la vie des Français, imposé par le confinement. Donc, on a vu des initiatives particulières être prises dans les entreprises pour adoucir les effets mal vécus du télétravail. Alors, parmi celles-ci, je vous ai dit que je poncturais mon propos de tranche de vie chez IBM. Donc, notre chairman Arvind Krishna a publié un pledge, donc un pledge, excusez-moi pour l'anglicisme, une liste d'engagements, au travers de laquelle, en fait, il s'engage à accompagner les collaborateurs d'IBM dans cette période au travers de 8 engagements. Je ne vais pas vous les infliger, chacun des 8, juste 2, voilà, comme ça, pour que vous fassiez une idée de l'esprit dans lequel les choses étaient formulées. Alors, le premier, c'est « Je m'engage à être bienveillant ». Alors, je ne ferai pas de commentaires sur la qualité de la vidéo, l'éclairage, l'arrière-plan, le décor mural ou l'absence de décor mural, la taille de l'espace de travail. Voilà, une bienveillance un peu suggérée, si tant est qu'elle ne se manifeste pas spontanément. Je m'engage à prendre fréquemment des nouvelles des gens, de la santé physique et mentale de mes collègues, amis, familles et voisins, tout en respectant leur vie privée. Vous voyez comme ça, des engagements très, très bienveillants, encore une fois. Et ces engagements, en fait, ont constitué une forme de charte comportementale que chaque collaborateur a été encouragé à adopter, finalement.
Ouais, c'est très intéressant. Je dois dire, je suis un peu surprise du premier, de votre description au niveau de la bienveillance avec le cadre qui est, Ouais, mais qui entoure le c'est la vie de télétravail, tous je veux les jours. dire. Et ma foi, c'est pertinent puisqu'on a eu beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux sur ces choses-là. Et le futur du télétravail, donc j'imagine, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'études préalables historiquement et donc pour des études de prospective, le futur du télétravail, comment ça se dessine? Alors, pour IBM, je reprends le titre en fait d'un article qui rend compte d'un interview à Bloomberg. C'était donc d'Arvind Krishna, toujours notre boss, c'était le 31 mars de cette année, qui disait, alors pour IBM, le futur est hybride, où il dit que 80% des employés IBM travailleront en mode hybride après la pandémie, en passant au moins 3 jours par semaine au bureau, même si ça peut ne pas être des journées entières. Voilà. 10 à 20% des employés pourraient potentiellement rester entièrement à distance. Mais cependant, il souligne l'impact sur la culture d'entreprise et la difficulté potentielle quand même quant à l'évolution des collaborateurs, s'ils veulent devenir managers d'équipe, s'ils veulent obtenir des responsabilités. Voilà, le télétravail ne sera pas a priori favorisant pour ce type d'évolution, et ces préoccupations en fait avaient déjà été évoquées dans l'étude IBM sur le télétravail en 2014 à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Au-delà d'IBM, ce qu'on voit chez ce qu'on appelle les big tech, vous savez, alors Google, Twitter, Facebook, Amazon, donc les grandes entreprises de la tech américaine ne sont pas convaincus par le 100% télétravail, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors même si au début, on avait entendu des formes d'engagement dans ce sens. C'était l'année dernière, Mark Zuckerberg, donc Facebook, qui envisageait que 50% des salariés travailleraient à distance au cours de la prochaine décennie. En réalité, le retour au bureau est en train de s'organiser depuis ce mois-ci chez Facebook. Twitter, donc après avoir déclaré aux employés dès le début de la pandémie qu'ils pourraient travailler à distance pour toujours, s'ils le souhaitaient. Donc, Jack Dorsey prévoit qu'une majorité d'entre eux opteront pour un modèle hybride. Google, il y a eu un article sur les Échos le 6 mai, ce mois-ci, voilà, titré « Google bascule en mode hybride ». Alors, ce qui est intéressant chez Google, c'est que donc ils ambitionnent d'aller vers ce mode hybride, donc, et ils ambitionnent aussi d'offrir la possibilité de télétravailler depuis l'emplacement de leur choix pendant 4 semaines par an, donc à leurs collaborateurs. Donc, il y a un petit côté bonus comme ça. Microsoft par de lieux de travail hybride, etc. Donc, je ne vais pas trop parler pour eux, ce sont des choses qui ont été évoquées dans la presse, mais on voit qu'il y a véritablement une convergence d'intention vers ce travail hybride. Alors en France, donc je vous ai parlé du rapport commandé en 2012 par le ministère de l'Industrie. Il y en a eu un autre à la fin 2020 qui a été commandé par la Direction générale du Trésor. Et cette étude est très intéressante aussi, puisque c'est étude sur le télétravail, qui constate alors un accroissement de la productivité, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais formule aussi 2 recommandations qui recoupent tout ce qu'évoqué précédemment. 1, le travail à domicile OK, mais seulement 2 ou 3 jours par semaine. 2, des tiers-lieux sont nécessaires pour interagir, échanger et maintenir un lien donc avec son écosystème en dehors de l'espace exclusif du bureau. Il y avait un article de l'Institut Montaigne le 4 mai, alors qui était intéressant aussi, lui. C'est un article qui parle d'un sondage mené pour le ministère du Travail en février 2021 et qui montrait que 52% des Français en situation de télétravail témoignaient d'un sentiment d'isolement, privé des échanges informels, des rencontres fortuites, la machine à café, donc sur leur lieu de travail. Et ce qui a conduit l'article à souligner
a souligné la nécessité de repenser la sérendipité, et donc la nécessité de provoquer des rencontres fortuites, susceptibles d'engendrer des innovations inattendues, donc le principe de la sérendipité, et donc la nécessité de finalement de repenser tout cela de façon hybride. Donc, je vous encourage vraiment à lire cet article qui est très intéressant. Et pour recouper ce que disait Hugues, alors ce que veulent les collaborateurs dans le monde, donc effectivement quasiment toutes les études montrent que la majorité des employés souhaitent un mode de travail hybride, 63% selon une étude du Future Forum en début d'année. On a fait un brainstorming chez IBM l'année dernière pour demander aux employés ce qu'ils souhaitaient sur le sujet. 60% ont dit qu'ils préféraient être au bureau 1 à 3 jours par semaine. Et 72% ont considéré que le bureau était indispensable pour les activités d'équipe. Bon, plein d'autres études que je vous passe. Pour terminer, c'est Capgemini qui titrait un rapport en disant le futur du travail vers l'hybride responsable. Où là aussi, il est dit que les entreprises et les salariés s'attendent à ce que le télétravail perdure, mais avec un modèle hybride. Et en France, 47%, selon cette étude, des dirigeants s'attendent à l'avenir à au moins 3 jours par semaine de télétravail. Donc, voilà. Alors, en termes de conclusion, il va falloir que je m'arrête. Oui, aussi. Mais on est passionnés, nous, on écoute avec beaucoup d'attention. Alors, tout semble bien indiquer que nous allons vers un futur où le travail sera géographiquement hybride. Alors, on n'est pas devin, hein, on ne sait pas, ça peut changer, mais enfin, quand même, on voit cela se dessiner. Et c'est ce que la plupart des entreprises, des employés, des études envisagent. Donc, le temps de travail sera en effet vraisemblablement distribué entre le domicile et le bureau, mais on verra a priori de plus en plus de tiers-lieux, des espaces de coworking ou des lieux privés d'entreprise, les sites de proximité, à l'instar des sites de proximité chez IBM qu'on avait déployés il y a maintenant 20 ans. Donc, c'est ces tiers-lieux qui vont venir étendre les possibilités. En cela, on pourrait presque même parler de travail tribride, organisé autour de ces 3 pôles. Donc, on a vu que ce modèle avait été largement théorisé et préconisé au fil des années passées. On n'assiste donc pas, encore une fois, à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'invention d'un nouveau modèle, mais plutôt à un coup d'accélération porté à une transition qui était en cours, à l'instar d'ailleurs de la transformation digitale boostée par la pandémie. Il est intéressant de noter que la crise sanitaire a finalement donc agi comme un crash test, en quelque sorte, pour le télétravail. Elle a permis de régler des compromis entre productivité et innovation. A permis de mettre en place des chartes. Je vous ai parlé du pledge d'IBM. Et enfin, un des challenges les plus importants, sans doute, sera d'adapter les organisations en éradiquant les silos, en faisant tomber les barrières, les cloisonnements qui sont des obstacles à la transversalité nécessaire. Et on aura besoin plus que jamais de la confiance comme nouvelle pierre d'angle du management. À ce titre, d'ailleurs, on parle désormais de plus en plus de management par la confiance. Donc, en effet, la distance met sous tension toutes nos pratiques de travail et de management. Alors, je dirais pas que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait Vladimir Lénine, mais on devrait plutôt dire que la confiance n'exclut pas l'encadrement, en l'occurrence pour une charte du télétravail, donc dont les règles constituent des repères collectifs, voilà, pour que chacun puisse développer sereinement son autonomie. Et la confiance, elle est tripartite. On pense à la confiance du manager envers ses équipes, mais cette confiance, elle doit être bijective, au sens où il s'agit aussi de la confiance que doivent inspirer les managers à leurs collaborateurs. Et enfin, la confiance entre collègues est indispensable aussi. Lorsqu'on travaille à distance, chacun dans une sorte de tunnel, on peut nourrir des craintes quant au fait que ses collègues fassent ou pas leur part de travail, ce qui peut générer des formes de suspicion. Il faut être très prudent par rapport à ça. Alors voilà, donc on voit l'impact énorme sur la culture d'entreprise. Le modèle managérial, aussi plus que jamais sur les soft skills, donc les compétences comportementales, ces fameuses soft skills portées au nu qui devront
plus que jamais sans doute être validé, encouragé, développé au fil du temps. Et pour clore, alors encore Arvind Krishna qui a dit récemment nous regarderons cette année et la précédente comme le moment où le monde est entré de plein pied dans le siècle numérique. Alors, moi, je reste convaincu que le marketing, parce qu'il est au centre des problématiques de créativité, d'engagement, de responsabilité, doit être un acteur énergique et inspirant de cette transformation qui connaît un point d'orgue inédit en ce moment. Très bien. Merci Rémi. Je pense que c'est tout à fait intéressant de voir aussi les effets entre le compte-rendu qu'a fait de Hugues de cette photo instantanée de ce qui est pris, qui a été prise en France aujourd'hui. Et c'est ce rappel de l'historique et les prospectives qui commencent déjà à poindre, où on assiste finalement, in fine, j'aurais un peu envie de dire une sorte de revanche de la proximité, quelque part. Et c'est tout à fait intéressant. Et je vais maintenant m'adresser à notre troisième grand témoin, donc Michael Cornoux. Bonjour Michael Cornoux, vous êtes directeur marketing Europe du Sud chez Interface. Donc votre société produit des revêtements de socle professionnels et notamment pour les espaces de travail. Voilà, et est un des acteurs majeurs de ce secteur. En juillet 2019, vous avez remporté le prix marketing responsable de la DTM pour avoir repensé et redesigné des espaces de travail dédiés au mieux-être grâce à l'atteinte de votre objectif mission 0. Alors évidemment, le 15 mars et le 17 mars dans l'applicatif, on vous imagine stoppé dans votre essor lorsqu'une majorité d'espaces de travail a été dédiés au profit du télétravail pour raisons sanitaires. Et vous, à ce moment-là, dites-nous, qu'avez-vous pensé de la place de l'espace de travail dans le travail pendant la crise sanitaire? Et puis vous nous direz aussi, et pour demain. Très bien, merci Brigitte. Alors effectivement, je vais être un peu une illustration qui va dans le sens d'Hugues et Rémi sur les bénéfices du télétravail, mais, il y a un mais, avec une grosse partie négative, parce que d'un point de vue personnel, c'est vrai que le télétravail, pour moi, ça ne me convenait pas. Alors peut-être parce que j'ai un biais, puisque j'évolue dans une entreprise qui travaille principalement avec les bureaux. J'ai aussi envie de faire la promotion des bureaux. Mais sans ça, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment comment moi j'ai vécu et je vis aujourd'hui le télétravail et comment ensuite, chez Interface, en tant qu'industriel qui effectivement propose des produits pour les marchés de bureaux, on évolue, on innove pour pouvoir essayer de répondre aux besoins futurs d'un travail qui sera bien évidemment hybride, ce que je partage totalement avec Rémi, où on pense vraiment aller dans ce sens-là. Donc le télétravail pour moi, alors ça a été super. Je pense que mars et avril 2020, j'ai adoré. Ça a été effectivement, comme il a été évoqué avant, un vrai accélérateur parce qu'on pouvait avant effectivement déjà faire du télétravail, mais de manière assez parfois injuste. Certaines fonctions pouvaient faire du télétravail, d'autres non. Donc il y a eu, grâce à ce confinement, un point où vraiment tous les services, on a vu que au bureau, bien sûr il y a après les fonctions commerciales et d'autres, mais en tout cas toutes les personnes pouvant travailler de chez soi, on a vu qu'on pouvait le faire. On a mis à disposition tous les outils numériques pour pouvoir le faire, puisqu'on avait encore des personnes qui travaillaient avec des ordinateurs pas portables. Il y a vraiment eu tout un travail d'accompagnement à faire et on a vu surtout que ça fonctionnait. Donc, on est une entreprise américaine, Interface, on est une entreprise américaine. Donc, on voyait nos collègues depuis des années faire du télétravail aux États-Unis, faire du télétravail en Hollande pour le marché européen. Nous, en Europe du Sud et principalement en France, on était toujours regardés un peu avec des gros yeux. Non, c'est pas très bien, faut être présent. Le truc qu'on ne supportait pas parce qu'on sait très bien qu'on peut travailler ailleurs. Quoi qu'il en soit, grâce à mars et avril, ça arrivait, ça fonctionne. Et puis c'était super, on a pu se retrouver en famille, quel bonheur d'être chez soi, de travailler un petit peu moins que d'habitude quand même. Ceux qui me diront que mars et avril, on a travaillé autant qu'avant, je ne les croirais pas. Donc c'était hyper intéressant et je pense qu'on a vu tout le côté positif. Mais heureusement que fin avril 2020 est arrivé parce que moi personnellement, ça ne me convenait plus. C'est-à-dire que c'est super d'avoir
d'avoir profité de notre famille, de cette expérience. C'était une véritable expérience. Maintenant, je me suis rendu compte de l'importance de l'importance d'être avec ses collègues. Alors Rémi utilisait le mot sérendipité, ça me fait rire parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on a sorti une étude qui traite en fait des espaces biophiliques, donc des espaces naturels. Quand on fait rentrer la nature à l'intérieur des bureaux, c'est vraiment notre tendance design sur laquelle on travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et dans la dernière étude, on parlait de sérendipité. Alors, je me rappelle avoir parlé à un de mes collègues qui avait traduit sérendipité par sérendipité. Je dis, mais ce mot, il n'existe même pas, c'est quoi? C'est rencontrer les gens au hasard. Non, tu le mets pas dans l'étude, moi, je ne comprends pas, personne ne sait ce que c'est. Et ben aujourd'hui, je vois à quel point la sérendipité, on sait déjà, ça y est, on a compris ce que c'était et on en a besoin. Et pourquoi? Je pense que dans nos fonctions marketing, en tout cas dans la mienne et dans toute mon équipe, on se rend compte que finalement, peut-être plus de la moitié de nos activités, de nos tâches, de nos actions se font par un échange à la fameuse machine à café ou dans nos espaces pas de bureau propre. On va parler avec un collègue, des commerciaux qui vont arriver, qui vont nous donner une problématique, on va voir comment on va travailler dessus et on en a besoin. Donc oui, la sérendipité, déjà j'ai compris ce que c'était et surtout, on en a besoin. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai la chance ou la malchance d'être devenu parisien. Donc, du coup, qui dit parisien dit mini-appartement. Et bien évidemment, on n'a pas l'espace de travail adéquat. Je travaille sur une planche de bois que j'ai installée quelque part, sur des petits appartements. Voilà, j'avais ce besoin de retourner au bureau. Et de voir mes collègues aussi. Ça, faut pas que je le dise trop fort parce qu'ils sont à côté, parce que j'ai la chance d'être au bureau aujourd'hui. Mais c'est vrai que les collègues m'ont beaucoup manqué. Et surtout, on a pu aussi se rendre compte de certains manques qu'on avait, on ne se rendait pas forcément compte, et je pense que le caractère humain dans nos fonctions et dans nos entreprises est primordial. Donc vraiment, aujourd'hui, je me bats quasiment, je me bats pas non plus, mais je fais en sorte de retourner au bureau au maximum. Donc bien évidemment, on a tous les gestes où on doit réserver nos espaces pour dire qu'on est là parce qu'on a encore des jauges, mais on est dans un espace, on a la chance d'avoir un espace qui a été aménagé de la meilleure façon possible, puisqu'on était le premier espace parisien à obtenir la certification WELL Gold. Donc, il y a une certification qui mesure le caractère bien-être d'un bureau. On l'a eu en 2018 quand on avait aménagé. Et puis, bizarrement, lié ou pas, je pense que oui, les collaborateurs interface, on se bat vraiment pour revenir au bureau et on veut tous être là dans un bureau dans lequel on se sent bien. Alors nos collègues qui ont le plus, principalement ceux qui ont le plus de transport et principalement en région parisienne, c'est évident que c'est un vrai bénéfice de pouvoir avoir cette opportunité de travailler de chez soi. Mais par contre, personne aujourd'hui chez nous ne veut travailler à 100% en télétravail. Donc, on se projette sur une situation effectivement hybride où on pourra avoir 2 jours de télétravail et 3 jours en présentiel si on le veut. Si on veut venir à 100% au bureau, on en aura la possibilité. Par contre, le gros avantage et bénéfice que je vois à tout ça, c'est dans les relations internationales. C'est vrai que je travaille sur une zone avec 4 pays différents et en plus, je reporte moi-même à d'autres pays. Et avant, on passait notre temps dans les transports à devoir faire des réunions, parfois pour une journée ou 2, et pour parler finalement des choses qui tiennent en un Teams de 4 heures. Ça, c'est quand même franchement un super bénéfice de dire qu'on n'aura plus besoin de faire tous ces transports dans tous les sens et de pouvoir organiser des réunions plus ponctuelles en virtuel. Donc ça, moi, je le vois comme un vrai avantage. Bon, le deuxième avantage, peut-être encore plus personnel, donc je suis devenu parisien, mais je suis niçois au départ. Et avant, rentrer chez moi, c'était une expédition. C'est-à-dire qu'il fallait poser des jours, il fallait voir comment on pouvait rentrer. Aujourd'hui, en posant quelques jours de télétravail et en faisant du train-travail, parce que ça aussi, on l'oublie, mais on a des trains dans lesquels on peut travailler, c'est vraiment un chouette bénéfice. Et ce qui fait que, je me sens mieux dans le sens où j'ai une certaine forme de liberté sur comment je vais organiser mon travail et comment mes équipes vont pouvoir organiser leur travail sans avoir cet esprit de contrôle qu'on pouvait effectivement avoir avant. Parce que c'est peut-être un biais français, je crois que c'est Hugues qui le disait, mais oui, on peut avoir ce biais. Et moi, le premier. En revanche, en termes de productivité, je suis assez sceptique. C'est-à-dire que je pense sincèrement
qu'on est plus productif en télétravail sur une courte durée. C'est-à-dire que peut-être on va avoir besoin de faire en 2 heures en télétravail ce dont on avait besoin de faire en 4 heures, voire plus quand on était au bureau. Sauf que selon moi, ça marche pas sur le long terme. Et on travaille pas 8 heures par jour en télétravail, où j'y crois pas. Enfin, où vraiment je suis nul, mais j'ai quand même ce sentiment de travailler 8 heures chez soi est beaucoup plus compliqué que travailler 8 heures au bureau. Donc oui, je pense plus productif, mais sur une période plus courte. Et donc là, voilà, c'était vraiment mon ressenti personnel sur le télétravail. Et donc, comment nous, on a géré chez Interface plusieurs choses déjà. En fait, Interface, on s'était posé un engagement qui remonte. Donc, quand on a eu le prix responsable de la DTEM, faut savoir qu'en 94, on a pris un engagement qui s'appelait Mission Zéro et qui consistait à plus avoir d'impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Cela passant par toute notre façon de fabriquer nos produits, en termes de matières premières, transport, fin de vie, vraiment sur tout le cycle de vie de notre produit, on avait pour ambition de devenir neutre en carbone en 2020. Engagement qui a été un succès, puisqu'on a réussi et on a des résultats assez énormes avec une réduction de 96% de nos émissions de gaz à effet de serre, de 75% de l'impact environnemental de l'empreinte environnementale de nos produits. Sauf que c'est arrivé en 2020. Et autant dire qu'en tant que marketeur, de se dire que mon année la plus importante de ma carrière chez Interface, qui devait pouvoir célébrer cette année exceptionnelle, on s'est retrouvé, on sait où. Donc ça a été hyper compliqué. Et pourtant, on a dû travailler, on a dû faire en sorte d'avoir des nouveaux échanges avec nos différentes parties prenantes, à savoir un petit peu moins de clients. Parce qu'on a rencontré beaucoup moins de clients pendant cette année 2020, surtout des clients en bureau qui faisaient absolument pas de réaménagement, puisqu'on a été quand même très très vite dans une problématique de on arrête les locations de bureaux, on réduit les volumes. Donc il a fallu voir ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on célèbre ça et comment on communique sur le après, parce que 2020 c'était bien, mais on a un engagement qui est encore plus ambitieux, à savoir devenir une entreprise régénératrice. Et ça, il a fallu communiquer. Et comment communiquer sans voir nos clients, sans pouvoir présenter nos produits? On est dans la construction. La construction, c'est tactile. Je veux dire, c'est une blague chez nous quand on pouvait imaginer avoir des gammes. Vous savez, les gammes vraiment comme quand on va chez le teinturier où on ouvre notre catalogue et on touche nos produits de sol. On en a toujours eu besoin. Comment faire? J'imagine pas là vous montrer une moquette ou un autre type de produit par caméra. Donc c'était vraiment la grosse problématique. Et comment faire? D'autant plus que l'Europe du Sud, on a été les premiers touchés. France, Espagne, Italie, on a été les premiers touchés, donc beaucoup moins de rendez-vous. Et comment on a fait? C'est qu'on a vraiment pris le parti de célébrer, de se dire que c'était bien. On a envoyé nos communiqués de presse, on a fait nos relations avec nos parties prenantes et on a surtout essayé d'intégrer au maximum des webinaires. Les webinaires, c'est un peu la nouvelle zone presse de l'année et peut-être des années à venir, mais montrer qu'il y a des choses qui sont faisables. Et typiquement, avant 2020, avant le confinement, rares étaient les personnes qui pouvaient nous solliciter pour parler de notre stratégie environnementale en dehors des vrais pionniers et des vrais experts environnementaux. Personne ne nous connaît en général en grand public, puisqu'on n'en fait pas. Mais grâce à ce confinement, on a eu cette chance d'avoir une multiplication des webinaires et des webinaires dans lesquels on donne la parole aussi à des entreprises qui étaient un peu moins présentes avant. Donc ça, c'est vraiment un premier bénéfice. Et nous, on a pu vraiment de plus en plus parler de cette stratégie. Quant à la communication régénératrice, parce que là, c'est un bien gros mot et il faut expliquer, il faut voir, parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement plein d'engagements d'industriels, d'entreprises qui, à horizon 2040, veulent devenir neutres en carbone. C'est super, on l'est déjà. Et on est déjà en train de travailler pour les 20 prochaines années à avoir un bilan carbone négatif. Qu'est-ce que c'est un bilan carbone négatif? Comment on fait ça? On a sorti un produit qui capte plus de carbone, qui capte plus de CO2 que ce qu'il en utilise pour le fabriquer. Ça, c'est quelque chose à expliquer. Comment on peut le faire à distance avec nos clients
qui sont sur des problématiques aujourd'hui de coûts et de voir comment on va réinvestir le bureau. Donc pour nous, ça, c'est la voie du retour au monde hybride. On veut montrer que via l'innovation, donc cette innovation principalement environnementale chez nous, on veut montrer que oui, on peut faire des bureaux plus petits, mais il faut quand même en faire. Par pitié, ne pas avoir une fermeture des bureaux. Et je suis bien content quand Rémi a dit que Facebook, Twitter et tout reviennent dessus, parce que pour moi, c'était quand même la grosse blague quand ils ont dit on ferme tous nos bureaux et on travaille à distance. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible pour les premiers arrivants? Moi, je pense aux stagiaires, aux apprentis. Comment ils font pour rentrer dans une entreprise et tout travailler à distance sans jamais voir leurs responsables, sans jamais voir leurs collègues, sans même pas comprendre le marché, parce qu'on va pas me faire croire que devant un ordinateur, on comprend son marché. Et ça, mais c'est aberrant. Donc, les bureaux, on en a besoin, ils sont là. Et alors, bien évidemment, des bureaux aussi qui sont un peu moins habités. Donc, c'est pas plus mal non plus. Parce que alors là, par contre, c'est le biais quand on revient. C'est-à-dire que là, on est habitué à être à 50%. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de retourner dans des bureaux pleins à 100% avec tous mes collègues qui, entre guillemets, me dérangent parce que conversation, parce que présentation, parce que téléphone. Donc ça va être quand même quelque chose aussi à anticiper. Quoi qu'il en soit, il faut que les services généraux et les services généraux, les aménageurs d'espace comprennent qu'on va avoir besoin de volumes plus petits, mais des volumes dans lesquels on va plus investir, des volumes dans lesquels le bien-être des collaborateurs va être mis en avant. Alors, ça tombe bien parce que c'est nous, c'est notre créneau. On a toujours été plus cher que tout le monde grâce aux innovations qui étaient intégrées, mais on sait que une surface plus petite, on préfère positionner un produit comme le nôtre, mais également sur le mobilier de bureau, les cloisons, le plafond, qui vont avoir un vrai impact sur le bien-être des employés pour que, naturellement, comme c'est le cas chez Interface, les collaborateurs aient envie de revenir, revenir à une normalité avec des collègues et plus se retrouver seuls. Donc voilà, je pense vraiment que le bien-être des collaborateurs va être essentiel pour revenir, et pour ça, il va falloir que les entreprises investissent et dans des produits innovants, améliorant le bien-être, et des produits responsables qui ont la plus faible empreinte carbone d'un point de vue produits revêtement de sol, et principalement des produits interface si c'est possible. Merci Michael, c'est très complet et merci d'avoir raconté toute l'histoire de votre point de vue personnel. C'est aussi très intéressant pour revivre un peu cette année qui est un peu particulière. Et c'est une question que j'aimerais poser à nos participants, c'est-à-dire par rapport à cette session, aux différentes interventions de Hugues, Rémi et Michael, ces questions de serendipity, de mieux-être au travail. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, je vois que nous avions des demandes de liens auxquelles Rémi a répondu. Le retour à du bon sens et donc à du mieux vivre, oui, effectivement. Est-ce que d'autres avis sur la question? Avez-vous une bonne connexion peut-être? Qu'on soit un peu rassuré sur la partie technique déjà. C'est effectivement des interventions très très complètes. Le temps de digérer un peu tout ça et de noter toutes les références des études pour pouvoir les relire à tête reposée, je pense aussi. Pas de questions? Des réactions peut-être sur ce sujet et le marketing? Voilà. C'est ça, là c'est la grosse preuve que c'est tellement mieux d'être en conférence présentielle parce qu'au moins on verrait des têtes et on saurait ce qui se passe, parce que là c'est quand même un peu perturbant. Voilà. Donc, alors, j'ai une remarque sur la croissance de la productivité de Stéphanie. Ah,
Alors, effectivement, est-ce que tout ce qu'on lit sur la croissance de la productivité a été mesuré d'une façon auquel on peut accorder notre confiance quelque part? Je crois que dans les entreprises qui sont organisées en open space, où on est un peu par design, enfin dérangé, même si le dérangement peut confère la sérendipité, peut apporter quelque chose, parce que lorsqu'on a à se poser sur, que sais-je, un article à écrire, des métriques, des métriques à produire, etc. Je veux dire, on aime bien dans ces moments-là être seul avec soi-même et pouvoir travailler continuellement sur quelques heures. Voilà, donc dans ce contexte-là, en effet, après, si on est dans un appartement avec le chat qui saute sur le clavier, les enfants qui jouent à l'épée, c'est peut-être moins pratique. Mais globalement, lorsqu'on est seul avec soi-même pour produire, à proprement parler, je pense que c'est relativement incontestable. Après, l'avenir nous dira si ça s'installe dans ce sens-là. Par contre, il y a bien deux choses qu'il faut distinguer. C'est la productivité et la recherche de créativité et d'innovation, où là, pour le coup, les choses sont complètement différentes et où il y a une véritable nécessité de se rencontrer, de se regarder, de se toucher, de s'interpeller, de moments informels, sans quoi, effectivement, on éteint toutes ces possibilités de faire émerger, comme je disais à un moment, ces fulgurances de l'intelligence collective. Voilà. Oui, effectivement, donc Stéphanie revient ici sur cette notion de mesure et cette notion de coût. Alors, peut-être préciser, à long terme, on se demande si le coût ne peut pas être plus élevé que pour les individus au détriment du collectif. Alors ça, est-ce que vous avez déjà des études peut-être peut-être plus sociologiques ou qui s'intéressent plus précisément, ou c'est un champ qui est pas encore trop traité? Non, mais je pense, enfin, je reprends la parole, mais je vais la laisser à Mickaël s'il veut compléter, bien sûr. En fait, les études, elles sont souvent le fruit de sondages, voilà, donc c'est, enfin, je sais que les études qu'on a menées chez IBM, très tôt, et je l'ai souligné aussi, en fait, envisage que le télétravail puisse effectivement avoir un effet négatif sur le développement des collaborateurs, la façon dont ils construisent leurs compétences, y compris les compétences, les soft skills, etc. Donc oui, sans doute, ça peut avoir un impact. Après, comment anticiper cet impact, comment le prévenir, le compenser. Mais oui, je pense qu'il faut manifester la plus grande des vigilances pour que des comportements, enfin des choses négatives en termes, comme je disais, d'évolution des individus ne puissent se passer. Oui, d'accord. Alors, ouais, pour nous, c'est pareil. Hein, on a beaucoup, nous, d'études sur l'amélioration de la productivité, créativité ou bien-être, mais au bureau, on n'a pas de notre côté cette distinction entre le télétravail et voir si on a une vraie différence entre les deux. Par contre, on peut voir que l'impact justement de ces trois facteurs, hein, donc productivité, créativité, bien-être, est est vraiment lié à l'aménagement de l'espace, aux services qui sont proposés. Et ça a un vrai coût, enfin plutôt une économie pour les entreprises, et ça peut être quantifié. On a plusieurs études sur ça. Et pour répondre à la question de Virginie sur comment imaginez-vous les bureaux, les espaces plus conviviaux dans les entreprises, on l'a imaginé, c'est notre showroom. Faut vraiment imaginer, en fait, partir sur des... Bon, c'est quand même une tendance qui est un peu partagée par tous les aménageurs, que ce soit la construction ou le mobilier ou tout, où il faut avoir des espaces pour chaque besoin.
Nous, on a vraiment divisé ça par espace, ce qu'on appelle privé, semi-privé, public. Donc le public, c'est là où on se retrouve, c'est le bar, la machine à café, le showroom, les espaces de conférence qui sont vraiment ouverts tout le temps. Ensuite, on a des espaces privés qui sont les salles de réunion, les salles où on peut s'isoler. Avant tout, c'est s'isoler dans un bureau. Et en fait, c'est ça la force du confinement, la force du télétravail, c'est qu'on est isolé de la bonne façon et de manière obligatoire. Mais au retour au bureau, il faut avoir cette possibilité, cette opportunité de s'isoler quand on en a besoin, quand on a besoin de faire une réunion, quand on a besoin de se concentrer, quand on a besoin de quoi que ce soit. Et les espaces semi-privés, ce sont les réunions, les open space et les bureaux pour les sédentaires. Donc nous, on le voit bien comme ça. Et puis et c'est vrai qu'on a fait des études, par exemple, entre nos anciens bureaux qui étaient vraiment très classiques, très moches, hein, il faut le dire ce qui est. On a une productivité qui a été améliorée de 50% sur la base d'une étude interne où on demande à chaque collaborateur de quantifier ces différents points. Donc ouais, je vous enverrai le lien pour pouvoir s'inspirer, parce que ce qui est vraiment intéressant dans cette productivité, c'est comment on intègre la fameuse certification WELL. Alors, je ne veux pas du tout vendre la certification, parce que s'il fallait aller dans un aménagement, je dirais qu'il faut suivre le guide de la certification, mais pas la demander, parce que pour moi, elle ne sert à rien, à part sur un truc de communication. En revanche, ça donne un vrai guide pour aménager des bureaux, à savoir comment optimiser la lumière naturelle, la présence de l'eau, la présence d'éléments fleurs, plantes. Bon, ça c'est vraiment. Souvent, quand on parle de biophilie et de trucs naturels, on pense que c'est que les plantes, mais c'est vraiment tout petit dans tout cet espace, et surtout la qualité d'air intérieur. La qualité d'air intérieur, c'est un sujet primordial dans les espaces de bureau. Donc, je vous enverrai ce lien pour pouvoir dupliquer facilement des petites recettes pour améliorer les espaces de bureau au quotidien. Merci beaucoup, Michael. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, et merci de l'intérêt que vous avez exprimé, eh bien, nous allons nous quitter, donc terminer la session. Lorsque vous quitterez cette session, il y aura une question sur votre satisfaction par rapport à cette section. Donc, si vous avez la gentillesse de répondre à cette question, ça nous permet comme ça de voir effectivement si on a atteint un peu notre objectif, c'est-à-dire de pouvoir enrichir cette journée sur ce sujet. Le télétravail, on y a consacré 1h30 avec vraiment une photographie très très complète de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut éprouver par rapport à ça. C'est certainement pas le dernier mot du télétravail, on en reparlera, soit sous forme d'hybridation, soit sous forme de mieux-être. Et alors à ce propos, je vous dis à bientôt à l'ADTEM pour poursuivre la conversation sur un sujet, marketing B2B, mieux-être. Merci Michael, merci Rémi, merci à tous nos participants et à bientôt. Au revoir. Merci Corentin à la technique.